Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui au lendemain de ce match haletant entre Dortmund et le PSG pour revenir à froid sur le match nul qui aura donc suffi aux Parisiens pour se qualifier. On sera dans le chapeau 2 lundi pour le tirage au sort, on aura le temps d'y revenir, mais pour moi l'équipe qu'il faut absolument éviter c'est Manchester City et celle que j'aimerais voir ce serait Arsenal ou l'Atlético Madrid. D'abord parce que ce sont deux tirages originaux et deux équipes dans des formes assez intéressantes que j'aimerais voir confrontées au PSG de Luis Enrique tout simplement. Pour aujourd'hui, on va revenir sur les performances individuelles hier des 11 joueurs titulaires et des entrants bien évidemment. Demain, on reviendra sur la dimension collective d'un PSG qui a été bousculé par le plan de jeu atypique du Borussia Dortmund, ce qui a conduit les Parisiens à se créer le même volume d'occasions que d'habitude, sans passer par les mêmes circuits, à savoir en faisant autre chose que ce que Luis Enrique veut faire. En témoigne son énervement sur la passe directe de Lucas Hernandez pour Mbappé sur le fameux sauvetage de Niklas Süle. On reviendra sur tout ça demain. Aujourd'hui, on va passer un petit peu en revue les prestations individuelles. Ce sera l'occasion aussi de faire un espèce de bilan, entre guillemets, plus global pour chacun des joueurs parce que il y a désormais de la matière. On est le 14 décembre. Ça y est, il nous reste 2 matchs et c'est la trêve hivernale. On retrouvera le PSG le 3 janvier pour le Trophée des Champions au Parc des Princes, dans une période de mercato à laquelle on pense après le match d'hier, parce qu'il y a des axes de progression dans cette équipe avec l'effectif actuel. Le retour de Nuno, Kimpembe, Foot Skriniar sur le banc, Lucas Hernandez axe gauche, mais aussi au niveau du mercato. Même si perso, déjà avoir des besoins sur un mercato hivernal, en général, c'est jamais bon signe sur ta deuxième partie de saison. Et 2, j'ai pas une grande confiance en cette fenêtre de transfert pour apporter ce dont on a besoin, à savoir une vraie valeur sûre en fait. Les clubs ne lâchent pas ce genre de joueurs en plein mois de janvier, à moins de péter une clause libératoire, de surpayer ce que tu as fait cet été, tu me diras, avec Kolo Muani et autres, ou alors de convaincre un joueur, un club qui n'est plus en Ligue des Champions sur la deuxième partie de saison. Bref, commençons avec Gigio qui a fait son match, un très bon match. Premier arrêt à la 10e sur une frappe de Reus. Il le conclut aussi ce match, encore une fois, sur un très bel arrêt au ras du poteau sur une frappe de Malone. Entre-temps, il y a eu des relances bien assurées et, alors, un arrêt où il la repousse un peu plein axe sur Adeyemi qui loupe le cadre derrière. L'exécution technique n'a pas été bonne pour l'attaquant de Dortmund. Mais sinon, pour le reste, vraiment, ça a été très bon, Donnarumma. Et je reviens sur les relances assurées. C'était pas dit, en fait. Quand tu vois ce que la charnière a balancé comme parpaing et rendu à l'adversaire, en fait, Didio a été plutôt propre. J'ai bien aimé juste avant le match, je fais juste une aparté, sur Canal+, l'analyste vidéo de Thibaut Courtois, je crois, qui a dit ce qu'on dit sur la chaîne depuis quelques semaines, à savoir, en fait, le problème de Donnarumma n'est pas tant l'exécution technique de ses relances que le fait qu'ils prennent trop de temps à chaque fois, qu'ils fassent des petits pas, qu'ils sautent un peu comme un cabri, qu'ils lèvent la tête, vraiment très loin à la détente. En fait, c'est la connexion entre la tête et les pieds qui prend trop de temps, plutôt que l'exécution technique pure. Bref, parenthèse refermée. Ah oui, aussi, Canal+, s'il pouvait éviter de faire parler un des pires gardiens de l'histoire du PSG, à savoir Michael Landreau, dans un sujet sur notre gardien actuel, ce serait pas mal, voilà. Bref, ça me fait toujours rire de voir Michael Landreau s'exprimer sur nos gardiens, s'exprimer sur le PSG et le foot plus en général, parce que c'est pas forcément le consultant pour lequel j'ai le plus d'estime sur le paysage médiatique aujourd'hui. Bref. Donc Didio, les relances étaient assurées, à chaque fois les choix ont été faits assez rapidement, il a su allonger, varier son jeu en fonction de ce que le match demandait et ce que l'adversaire t'imposait quand Dortmund allait un petit peu le chasser, donc une très bonne utilisation du ballon qui a dénoté avec celle, avec un S, de Marquinhos et Skriniar devant lui, qui eux par contre ont été beaucoup moins bons dans ce domaine-là. Bon, Hakimi, j'insiste, j'en ai parlé dans le débrief hier, mais le problème c'est que Hakimi, on a vu son début de saison sous le prisme de sa relation avec Dembélé. Moi j'aimerais inverser le truc en fait. Il y a une autre relation qui me fait un peu moins rigoler. C'est celle avec Marquinhos, qui est impliqué sur 3 buts déjà sur les phases de poule. C'est trop.
c'est trop pour un joueur comme Achraf, qui est censé être un leader de cette équipe. On rappelle quand même que le PSG de ces phases de poule est la 4e équipe la plus jeune, je crois, avec une moyenne d'âge à 25 ans, hein, quand les autres équipes, style Real, City et tout ça, tournent à 27, 28, voire certaines à 29 ans de moyenne. Hakimi, normalement, c'est censé être un leader de cette équipe. Et ça me gêne profondément qu'hier, ils soient encore impliqués sur le but, comme contre Newcastle à St. James Park, comme contre Milan. Ça commence à faire un petit peu beaucoup. Notons à son avantage qu'en deuxième période, alors en première, il a été peu en vue, parce que bon, tout ce côté droit était un petit peu, enfin pas vraiment utilisé. Hein. Randall se montre déjà peine à rentrer dans son match. Voilà. Il lui faut au moins 20 bonnes minutes pour commencer à toucher les ballons. Et en première mi-temps, Randall, quand il les touche, c'est des appels de l'extérieur vers l'intérieur. Hein. Hakimi, bon, il n'est pas aidé parce qu'en première mi-temps, il touche, je pense, 80% de ses ballons en étant arrêté. On sait très bien que c'est absolument pas le genre de joueur à gérer ces situations. En seconde, il a été un petit peu meilleur. Enfin, il est quand même à deux doigts de réaliser une très belle passe décisive, très bien sentie pour Mbappé sur le but hors jeu. Donc notons quand même cette fin de match, cette deuxième mi-temps plus aboutie en matière de justesse offensive. Marquinhos, j'aimerais noter quand même sa fébrilité au duel et en re-regardant le match, les gars, faut savoir que je suis explosé. J'ai re-regardé le match hier, donc après avoir fait le débrief, je me suis couché à 2h. Je m'y réveille à 6h du matin parce que ce matin à 8h j'avais partiel. Et là, donc je suis rentré chez moi, j'ai re-regardé le match une troisième fois et donc je tourne la vidéo avec tous les brouillons que j'ai notés pêle-mêle. Donc vous m'excuserez si je fais des lapsus parfois parce que là je suis déglingué. Bref, donc Marquinhos, fébrilité ultra marqué, fuit le duel, très loin du vis-à-vis. Dans sa surface, il y a eu des instants où il a fait des sauvetages, je pense en tout début de première mi-temps, et bon, en toute fin de match sur Reus, c'est lui qui est là, même si on voit, là on voit le verre à moitié plein, mais si on le voit à moitié vide, il couvre aussi le hors-jeu, je crois, donc il laisse en jeu les joueurs de Dortmund parce que voilà, il fait reculer un petit peu notre bloc. Mais sinon, bon, c'est quand même assez compliqué au duel, un Marquinhos très emprunté, et puis à la relance, encore une fois, c'est pas possible. Moi, le problème, c'est que quand je vois Süle, à un moment donné en première mi-temps, aller fixer notre première ligne, s'incruster dans l'axe intérieur du jeu et aller chercher un relais en ayant porté le ballon sur 60 mètres, je me dis mais pourquoi Marquinhos fait pas ça quoi pourquoi nous, sur le but qu'on prend de Dortmund, Vitinha a le ballon au début de l'action, n'a aucune solution, ne va pas fixer, et au final, on repart de derrière tellement on n'a pas de personnalité quoi. Pourquoi nous c'est ça et eux leurs défenseurs vont fixer. Bon, bref. Skriniar. Bon, en fait, pour moi, en l'état, comme je le disais en début de vidéo, c'est ton axe de progression majeur avec l'effectif que tu as actuellement. Le PSG, Luis Enrique a raison quand il dit en conférence de presse qu'on aura l'occasion de s'améliorer d'ici à février. C'est vrai, parce que tu as des joueurs individuellement qui ne peuvent pas faire pire déjà, et ensuite, collectivement, tu peux encore ajouter des titulaires dans cette équipe, en replacer certains, et évidemment, le premier qui nous vient en tête, c'est replacer Lucas Hernandez à axe gauche, et Nuno Mendes avec son retour. Le problème, c'est que Nuno, bon, il est décédé depuis 1 an, on nous parle d'un retour qui ne se ferait pas avant la fin janvier, c'est-à-dire que pour le match aller, les gars, autant vous dire que c'est un peu compromis pour avoir un Nuno vraiment au top de sa forme. Et je rajouterai aussi pour le match aller Hakimi qui va jouer la CAN. Si le Maroc va au bout, autant vous dire qu'il ne sera pas là pour le match aller, Achraf en fait. Et ça aussi, ça risque d'être problématique parce que on va être obligé du coup de jouer le match retour à l'extérieur. Quand on connaît nos difficultés dans ce genre de contexte, on se dit qu'il va falloir absolument capitaliser sur ce match aller. Bon, qui sera au Parc des Princes.
en te disant que Nuno Mendes ce sera peut-être trop juste physiquement, qu'Achraf Hakimi sera peut-être pas là, ça limite déjà les perspectives de progression. Bon, je suis assez pessimiste, là je vous avouerai que cette parenthèse était quand même assez noire, et je vais assez loin quand même dans les perspectives. Mais voilà, je me tourne déjà sur ce 8e où le match aller sera absolument capital en fait, hein, plus que le retour où tu devras absolument arriver à l'extérieur, un contexte qui ne t'est pas favorable, avec évidemment une avance prise et sécurisée au Parc des Princes. Donc voilà. Hernandez, hier, son match, je ne l'ai pas assez souligné dans mon débrief, mais la rigueur au duel, le côté dur sur l'homme, franchement, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu comme ça, et ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir, en fait, ça m'a rappelé que sur le mercato de l'été dernier, tu as pris plein de joueurs qui sont des paris. Et en fait, hier, ces paris, bah déjà, il y en a qui sont sur le banc, Ugarte, voilà. Il y en a un autre qui est malade, mais qui aurait été sur le banc, Gonzalo Ramos. Et il y en a un autre qui est sur le terrain et qui aujourd'hui est la cible de toutes les critiques, Colomani. Euh, la seule valeur sûre que tu as recrutée, je compte pas Ousmane Dembélé comme une valeur sûre, c'est Lucas Hernandez. Et au final, hier, c'est un des seuls qui répond présent. Mais vraiment, défensivement, alors, le début du match, ça a été compliqué avec Wolf et Adeyemi à gérer, mais Barcola l'a bien aidé. Et ensuite, il a été quand même très dur, très solide au duel. Vraiment, j'ai adoré en fait. Ça a complètement dénoté. En fait, le problème, c'est que l'impression visuelle, elle dénote complètement avec son Skriniar et Marquinhos qui l'accompagnent, que ça le met vraiment en valeur. Voilà. Techniquement, j'ai trouvé plus juste. Même si bien sûr il y a encore des centres, des frappes qui sont complètement dévissées. Mais vraiment Hernandez, un très bon match défensif qu'on attendait depuis longtemps, et c'est ça la marque des grands joueurs, se hisser dans les moments clutch, les matchs coup près. Là, il n'a pas manqué. Vitinha, comme je disais, Vitinha sur le but de Dortmund au tout début, c'est lui qui a le ballon, qui n'a pas de solution, vous me direz, hein, il y a pas grand monde qui court. Et au final, il repart de derrière. Tu fais un circuit qui va jusqu'à dans les pieds de Donnarumma. Voilà. Et au moment où Vitinha a le ballon, Dortmund ne presse pas. Dortmund nous attend, en fait. Voilà. Mais tu repars quand même de derrière, ce qui les pousse à enclencher un pressing. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Ça te conduit à l'erreur, bien évidemment. Bon, à la relance, il va falloir faire un vrai travail, bon, technique et tout ça, mais surtout psychologique en fait, hein, pour les joueurs. Va vraiment pas falloir qu'ils perdent confiance, parce qu'en fait, quand je vois l'état technique du match de Marquinhos hier à la relance, je me dis que là, il y a une perte de confiance, ou alors il est revenu trop tôt de blessure, je sais pas, mais c'est quand même très compliqué. Le reste de son match pour Vitinha, enfin, je veux pas incriminer Vitinha exclusivement hein, sur le but qu'on prend de Dortmund, mais c'est à signaler. C'est encore une fois en fait un but que tu donnes de A à Z. Dortmund t'attend, sont dans une position attentiste, hein, un bloc qui est pas du tout placé haut, et toi tu leur dis allez venez nous presser, nous on va la remettre à notre gardien avec ses palmes, et puis derrière on va faire le fameux circuit de la mort, le triangle des Bermudes avec Marquinhos et Hakimi, et puis on va vous offrir un but. Notons aussi la responsabilité... j'y reviendrai après, pardon, sur War, j'y reviendrai après. Le reste du match de Vitinha est très bon quand même, hein, voilà, les orientations, et puis en fait les transitions aussi, la gestion des transitions, je l'ai plutôt apprécié, c'est marrant parce que alors c'est la grosse qualité d'Ugarte, bah finalement il n'a pas vraiment dénoté par rapport à lui, c'est plutôt bien. Alors par contre, ce qui est un peu moins bien, c'est parfois prendre trop de temps alors que tu peux partir vite de l'avant, ou alors renverser. Hein, hier on a vu quand même plus de renversements que d'habitude, on sentait bien que c'était un petit peu l'idée, et Vitinha on a quand même... gâcher certains, à pas les faire en fait, voilà, à rester isolé sur le côté, ce qui au final n'a rien donné, n'a fait que réduire les espaces. Mais sinon, un bon match quand même pour Vitinha, surtout dans un rôle qu'il devait découvrir au PSG, parce que de souvenir, quand on le recrute à Porto, il est un peu dans ce rôle-là, un peu plus bas sur le terrain, et rôle d'organisateur. C'est au PSG qu'il a été mué un petit peu en relayeur, plus offensif, plus haut sur le terrain, je trouve. Hein. Voilà, donc ce rôle-là lui est bien allé hier. Warren, sur sa première mi-temps, et même jusqu'à son but, tu sens qu'il est de retour de blessure. Il manque de rythme, il est un petit peu passif sur le but, hein, voilà, sur toute l'action, il suit sans jamais vraiment mettre le pied, en étant toujours à distance du porteur, pas assez de vivacité pour se mettre entre les lignes de passe de Dortmund sur le but qu'on encaisse. Par contre après, bien sûr,
Voilà, but magnifique déjà. Et puis ce qu'il fait, c'est fantastique. Enfin voilà, les dribbles, la percussion, l'impact. euh, Tout ça pose la question d'un recrutement cet hiver à ses côtés pour l'accompagner parce que le mec dénote tellement dans ce milieu de terrain euh, que tu te dis, bon, il va quand même falloir l'accompagner d'un relayeur gauche digne de ce nom déjà. Voilà, donc une valeur sûre. Fini les paris pour cet hiver, ça c'est clair. Et c'est pour ça que je ne sais pas trop comment on va réussir à recruter cet hiver. Et pour moi, ce profil de milieu que tu vas recruter, bon, il faudrait que ce soit un milieu grand, qui est capable d'avaler des kilomètres et qui a une vraie technique défensive, mais surtout un jeu de passe, vraiment pour distribuer. Voilà. Parce que ça, c'est l'axe de progression majeur de Warren. Donc, pour le compléter, un relayeur gauche qui a une vraie qualité de passe pour lancer nos attaquants, ce serait pas mal parce que hier, quand je vois Mbappé lancer Kolo Muani, je suis content qu'Mbappé fasse ce genre de passe très juste, soit très bon dans les petits espaces, dos au but, mais je me dis, je préfère avoir un milieu de terrain face au jeu qui est capable de lancer tes attaquants, plutôt qu'un attaquant qui est obligé de décrocher, de jouer de haut but, se retourner pour lancer son coéquipier. Voilà. Lee Kangin. Alors, c'est assez intéressant son cas parce que je m'arrêterai sur la dimension physique. Pourquoi Je pense que ça conditionne une grande partie de son match, qui débute bien. Lee est dans le rythme au début du match, il fait des bonnes passes, il lance plutôt bien les contres, il est bien positionné, et puis ensuite il flanche. Mais comme d'habitude en fait. Physiquement, après, il se lance dans une espèce de débauche d'énergie incontrôlée qui fait qu'il n'a plus de fluidité, lucidité quand il a le ballon, et tu as l'impression d'avoir un joueur en fait qui est tout simplement pas fait pour le très haut niveau. Enfin, c'est la question que je me pose sérieusement en voyant son match. Et parce que pour moi, elle est légitime en fait. Faut pas oublier qu'au-delà de la hype des supporters et tout ça, on recrute un joueur qui venait de Majorque. On va se détendre. Déjà, c'est la première question. Est-ce que le plus haut niveau en tant que titulaire, c'est pour lui? Personnellement, je pense pas. Voilà, je pense que en remplaçant dans la rotation, c'est très bien, mais le titulariser comme ça, j'ai pas l'impression qu'il te fera des matchs complets. Et ensuite, il y a évidemment des circonstances atténuantes parce que déjà, c'est un joueur quand il signe chez nous en juin. Rappelez-vous, il prend pas de vacances. Il va à l'entraînement direct au campus PSG. Et à ce moment-là, on dit, bon, c'est bien de voir une nouvelle recrue super investie, mais quand les matchs s'enchaîneront, il ne faudra pas qu'il ait de contre-coup. Ok, le temps passe, il se pète en préparation, voilà, bon, déjà ça c'était une première alerte. Ensuite, il se repète sur... attends, c'est Lorient ou Toulouse Enfin, sur les premiers matchs, et là par contre c'est une vraie blessure. Il va au jeu asiatique avec, alors pas avec la blessure, mais voilà, peut-être que le retour était un peu prématuré. Hein. Je pense qu'avec les sélections nationales, on a une expérience en tant que supporter parisien, bon, qui fait qu'on se mouille pas trop en disant que le joueur a sûrement forcé sur son organisme avec la complicité du staff technique de la sélection nationale. Et donc depuis son retour, physiquement, c'est assez compliqué pour lui, voilà. Donc je sais pas trop quoi penser du niveau physique affiché. Alors, si on veut aller plus loin et être encore plus tatillon, on peut même s'interroger sur sa corpulence en fait. Tu vois, il y en a tellement qui nous ont rabâché les joues bouffies de Neymar et Verratti qu'en fait, on a envie de leur renvoyer le boomerang avec Lee Kangin. Parce que la question, si elle se posait pour Neymar et Verratti, elle doit se poser avec lui en fait. Voilà. Mais bon. Ça, c'est des débats qui pour moi sont annexes, qui n'ont pas trop de valeur. Par contre, physiquement, en fait, le fait qu'il débute très bien son match avec toute la lucidité et qu'une fois qu'il tire la langue, ça y est, il se perd complètement, bon, ça m'inquiète un petit peu. Bon, Ugarte a fait une entrée pas transcendante, il était sous la menace d'une suspension au 8e aller et il est à deux doigts de prendre un jaune hier sur un tacle un peu trop appuyé. Donc bon, voilà, heureusement, il ne l'a pas pris. Un arbitre qui a été bon, l'arbitre, j'aimerais m'arrêter sur l'arbitre parce que je l'ai trouvé plutôt bon. Alors, je dirais pas clément en notre faveur, parce qu'il y a l'action de Kolo Muani en deuxième mi-temps où on aurait bien aimé voir des ralentis en direct pour se faire une idée du truc, hein, parce qu'on les a pas vus. Mais sinon, sur la globalité du match, je trouve qu'il a plutôt bien arbitré. Le début de match,
Je pensais sincèrement que ça allait être très électrique, avec donc Adeyemi, Lucas Hernandez et tout ça. Au final, il n'en a rien été. Et même dans nos 30 derniers mètres, enfin, quand on était en situation défensive, il y a des moments où Marquinhos se frôle un petit peu le, la grosse faute qui mérite un carton, et au final, bah, il ne lui met pas. Donc c'est plutôt, voilà, c'est à noter. Il faut le dire, quand les arbitres sont plutôt, après, sans être transcendants, et sans pour autant être complètement avec nous. Hein. Je veux pas dire qu'on a eu l'arbitre dans la poche hier, parce qu'il y a quand même le but hors jeu de Mbappé, et puis l'action de Kolo. Kolo Muani, justement. Je vais terminer cette vidéo avec lui. Évidemment, il fait un mauvais match. Évidemment, là, il est au fond du trou, ok. Il est le sujet de critique. Moi, le premier dans le débrief hier soir à chaud, parce que il a été très frustrant sur les contrôles et tout ça. En fait, louper autant de phases élémentaires du foot, ça rend dingue. Ça rend complètement dingue. Mais comme du coup, tout le monde s'est rallié à la critique, avec les surnoms et tout ça, enfin même sur le plateau de l'after, on l'a appelé Randall Colomoisy. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Sur le plateau de l'équipe, l'équipe, pardon, dans son édition du jour, on sortit comme quoi, à l'échauffement, il avait loupé tous ses tirs face à Alexandre Letellier pendant la mise en route. Ça a été même jusqu'à compter les tirs à l'échauffement pour l'enfoncer encore plus. Donc les gars, dans cette vidéo, on va terminer en essayant de lui trouver des circonstances atténuantes à Randall, essayer d'équilibrer un petit peu tout ça, sans pour autant dire qu'il a fait un bon match, parce que c'est absolument pas le cas, il a été évidemment pas bon. Mais, voilà, il y a du mauvais, il y a aussi, je trouve, des choses assez intéressantes dans son match. Déjà, le premier constat, je trouve que sur les dernières semaines, on a un joueur qui monte en puissance physiquement, qui est plus présent, que ce soit sans ballon, mais aussi avec, qui est beaucoup plus tranchant. Et ça, j'aimerais faire un lien avec son été, qui explique quand même beaucoup de choses. Je commencerai par, bon, déjà le prix, évidemment que c'est surpayé, évidemment que Randall est surcoté par l'opinion publique depuis la Coupe du Monde, par le PSG en mettant 90, 100 millions sur lui. Bon, ça, c'est pas la question, parce que Randall, les 90 millions, elles sortent pas de sa poche. C'est Nasser qui s'est pris d'une folie le dernier jour du mercato et qui a absolument voulu le recruter. Donc si le PSG a décidé et a trouvé que c'était un bon choix que de surpayer, bon, il faut en vouloir au PSG, pas aux joueurs là-dessus. Vraiment le prix du transfert pour moi, bon, voilà. Ensuite, par contre, ce qui est beaucoup plus intéressant à prendre en compte, c'est qu'il a eu un été très compliqué avec Francfort qui lui dit, en cas d'offre intéressante, on te laissera partir. Début juin, il te dit « Ouais, j'aimerais partir. Bien sûr, la Première Ligue, ça fait rêver. Revenir au PSG ? Non, en tant que banlieue, en tant que originaire de la banlieue parisienne, non, c'est pas un objectif de revenir à Paris. » Ça, il te dit ça le 5 juin. Donc là, les supporters parisiens n'en veulent plus et tout ça. Luis Campos ferme le dossier début juillet. Il y a Manchester United qui s'y intéresse. Le Bayern, jusqu'à que l'un recrute Ojlund et l'autre Harry Kane. Le PSG réouvre le dossier après le transfert d'Ousmane Dembélé qui se fait donc début août. Randall qui fait la préparation avec Francfort, qui joue des matchs avec eux. Et la dernière semaine, il ne sait toujours pas ce qui se passe. Il force complètement pour son transfert et tout ça, avec les infos comme quoi il a appelé, il a pété les plombs à l'hôtel, il attendait pendant 24 heures et tout ça. Et donc, j'ai l'impression qu'on a un joueur, dans tout cet été mouvementé, qui s'est un petit peu désintéressé de sa préparation physique et mentale. Du coup, il en a pâti sur ses premiers mois de compétition, en plus de l'adaptation à sa nouvelle équipe. Je pense que ça, c'est quand même quelque chose à prendre en compte parce qu'à son arrivée, il pêchait physiquement. Et encore aujourd'hui, fin de match, il est beaucoup moins lucide, il n'arrive absolument pas à terminer les matchs. Pourtant, c'est un joueur qui a quand même du coffre, qui a 25 ans aussi. Tiens, si on veut aller encore plus loin, on parle d'un joueur qui a un parcours très atypique, voilà, qui perd sur le tard, qui découvre un contexte PSG Ligue des Champions à 25 ans quand même, voilà, ce qui n'est pas rien. Donc voilà, tout ça, c'est un petit peu atypique et je pense que mentalement, c'est des choses qui sont à prendre en compte. Voilà. Si on veut le prendre dans un sens positif, il y a une vraie possibilité qu'au mois de février, il soit au sommet de sa forme, que d'ici là, il ait trouvé une vraie régularité dans ses prises de balles, dans sa lucidité sur les courses et les derniers gestes. C'est tout ce qu'on lui souhaite, bien évidemment, voilà, on l'espère. Mais
Déjà, j'aimerais prendre en compte ces éléments donc un petit peu extra terrain, mais vraiment, je pense qu'on a affaire à un joueur qui pendant tout l'été a cogité, a un petit peu délaissé sa préparation physique et on a payé les frais sur son adaptation en plus du gros transfert qui a dû lui mettre de la pression et aujourd'hui, notons une progression de match en match d'un point de vue physique. Voilà. Ensuite, il a deux face à face qu'il loupe bien évidemment et c'est scandaleux, enfin notamment l'extérieur du pied est scandaleux, mais les face-à-face il se les crée. Par exemple, sur l'extérieur du pied, il y a une course, une accélération qui dépose Hummels qui est quand même très intéressante. Tu vois, c'est un joueur qui sait se déplacer, qui va faire très mal à l'adversaire, une volonté vraiment de faire reculer le bloc adverse qui est assez intéressante. Voilà. Et ensuite, le fait que ce soit Mbappé qui lance Kolo Muani, ça dit quand même beaucoup de choses de l'évolution de ce PSG. C'est-à-dire que l'année dernière, tu dépendais exclusivement d'Mbappé pour la profondeur. Là, Mbappé peut se permettre de décrocher. On aura toujours quelqu'un pour aller la chercher. Dos au jeu, dos au but, je le trouve un peu plus juste dans ses prises de balles qu'à ses débuts. Voilà. Je trouve que peut-être il a plus d'automatisme vis-à-vis de ses partenaires. Il a une conscience de l'espace qui commence un petit peu à se développer au fil des entraînements et des matchs. Bon, par contre, les contrôles, voilà, ça, bien sûr, il n'y a rien à défendre en fait. En fait, le problème de ces contrôles, si on veut les expliquer, je pense que Randall, en fait, c'est comme Hakimi, un joueur qui a besoin d'être lancé pour être tranchant, en fait. Quand il est arrêté, bah, le mec, il va pas dribbler un joueur en étant arrêté, en fait. Il a besoin d'être lancé. Et donc, quand il ne l'est pas, il essaye de faire un contrôle sur 5 mètres pour se lancer tout seul. Et au final, bah, le contrôle, il est complètement cramoisi, et puis l'adversaire bah, va le récupérer, tout simplement. Bon, ça marche absolument pas, hein, contrôler les ballons sur plusieurs mètres. Peut-être qu'en Bundesliga ça fonctionne, mais en Ligue des Champions et surtout en Ligue 1 contre les blocs bas, ben c'est pas bon du tout. Hein. Et puis les passes aussi très mal dosées, notamment celle derrière Mbappé en fin de match. Ça c'est pareil, c'est pas bon quoi. Il faut absolument travailler là-dessus. Les passes mal dosées, mais c'est pareil. Pour moi, c'est un axe de progression du PSG plus globalement en fait. Être capable de trouver Mbappé dans des positions préférentielles pour s'ouvrir le but. Le PSG ne le fait pas assez. Il y a trop de passes qui sont pas bonnes en fait pour Mbappé. Il y a trop de dernières passes qui sont pas bonnes. Et ça pour moi c'est limite. En fait pour moi c'est limite aussi important que la finition, que de progresser à la finition. Mais je m'expliquerai dans la vidéo de demain. Voilà. Sur le match d'hier aussi pour Colo, il gêne un peu plus les relances de Dortmund en deuxième mi-temps. En première, il est assez discret, par contre en deuxième, le gardien peine à allonger, a plus de pression du fait d'une intensification de ses efforts. Et peut-être aussi noter le poste, parce qu'il était ailier droit. Alors, c'est compliqué parce que, encore une fois, pour expliquer une mauvaise prestation, on va aller dans la spéculation en disant mais ouais, s'il avait joué sur ce côté-là, ça aurait été mieux. J'aime pas trop ce genre d'explication. Surtout qu'en plus, quand il joue numéro 9, à chaque fois, par exemple, le match aller contre Milan, il est numéro 9, mais voyant que dans l'axe c'est bouché, il va naturellement vers le côté droit pour aller faire des différences. Qu'il fait. Moi, je renverserais. Je trouve que un droitier comme lui sur le côté droit, je demande à voir sur le côté gauche. Et tout ça n'est que renforcé par Barcola du coup de l'autre côté, que je verrais aussi meilleur du côté droit en fait. Vraiment interchanger les deux me semble assez intéressant parce que là à droite, il va un petit peu s'enfermer. Ne pas repiquer dans l'axe bien évidemment parce qu'il ne veut pas utiliser son pied gauche, parce qu'il n'a pas vraiment de qualité technique sur son pied droit pour aller dans la densité sur son pied gauche pour aller dans la densité, pardon. Donc voilà, à gauche, peut-être que ce serait un petit peu plus intéressant, il serait un petit peu moins gêné dans ses courses ballon au pied, je trouve. Voilà. Et il y a aussi le poste de numéro 9 pour moi qui est vraiment a pas du tout occulté pour Randall. Vraiment, moi, je persiste. Et puis, bon, ça tout le monde le sait, hein, c'est la préférence de Lucho par rapport à Gonzalo Ramos parce qu'il a été titulaire sur tous les matchs de Ligue des Champions. Mais euh,
je me dis que en numéro 9, voilà, il faut pas l'oublier. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur lui. Bon, demain je reviendrai sur Barcola et sur Mbappé parce que la vidéo de 29 minutes c'est quand même très très long. Là, on est quand même revenu en profondeur sur ce match et cette qualification du PSG. Voilà, bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve donc demain pour une vidéo où on va parler du match d'Mbappé, de Barcola et de l'équipe dans la dimension collective. Ciao les amis, prenez soin de vous.